Le théâtre des dieux. Je n'ai été que 2 fois voir l'opéra chinois ces 20 dernières années. Je n'y suis pas allé au cours des 10 premières, l'envie m'en ayant manqué, l'occasion aussi. Ces 2 fois-là datent donc de la dernière décennie, et chaque fois je suis parti sans y avoir rien compris. La première fois c'était en 1912. Je venais d'arriver à Beijing, et un ami me dit « L'opéra de Beijing est sans égal, il ne faut pas manquer ça ». Je pensais qu'il pourrait être intéressant de voir un opéra, particulièrement à Beijing, et sur le coup de l'enthousiasme, nous nous précipitâmes vers je ne sais plus quel théâtre dont on entendait les tambours jusque dans la rue. La séance était commencée. Il fallut pousser pour entrer, et dedans, j'aperçus d'éclatantes couleurs, du rouge et du vert, sur la scène et un parterre de têtes. Fouillant la salle du regard, je vis qu'il restait quelques places au milieu. Je m'y faufilai. J'allais m'asseoir lorsque quelqu'un y alla d'un discours à mon intention. Les tambours m'assourdissaient au point que je dus faire un effort pour entendre ce qu'on me disait. « Impossible, ces places ne sont pas libres !» Nous retournâmes dans le fond de la salle et un préposé à nattes luisantes nous mena sur le côté et nous indiqua des places. C'était un long banc au siège large comme les 3/4 de mes cuisses et dont les pieds dépassaient des 2/3 la longueur de mes jambes. Je n'eus pas le courage de me hisser à pareille altitude, et puis le banc me faisait penser à un instrument de torture. Je frissonnai et pris la fuite. J'avais fait déjà un bout de chemin lorsque j'entendis mon ami s'enquérir. « Qu'est-ce qui se passe ?» Je me retournai, il m'avait suivi. Il semblait très étonné et me demanda « Pourquoi marchez-vous de ce pas sans me répondre ?» « Excusez-moi, dis-je, mes oreilles bourdonnent à tel point que je ne vous avais pas entendu. » Je n'ai cessé de m'étonner à chaque fois que je me suis rappelé cet incident. La pièce était-elle vraiment médiocre, ou ne me sentais-je pas à ma place au théâtre ? J'ai oublié en quelle année je fis la seconde tentative. En tout cas, c'est l'année où il y eut une collecte pour les victimes des inondations du Hebei, et Tan Jiao-Tien vivait encore. Vendus 2 yuans au profit des sinistrés, les billets assuraient une entrée au premier théâtre pour un spectacle donné par des acteurs presque tous célèbres, dont Tan Jiao-Tien en personne. J'avais acheté un billet surtout pour faire plaisir aux vendeurs bénévoles, mais quelqu'un qui aimait se mêler des affaires des autres me persuada qu'il fallait avoir vu Tan Jiao-Tien. J'en oubliai les désastreux tam-tams qui m'avaient assourdi quelques années plus tôt, et je me décidai. Le prix du billet y était peut-être pour quelque chose. L'ayant payé si cher, j'aurais eu du regret à ne pas l'utiliser. J'appris que Tan Jiao-Tien n'entrait en scène que fort tard, et qu'il ne fallait pas livrer combat pour une place assise, le premier théâtre étant de construction moderne. Rassuré, j'attendis qu'il fût 9 heures du soir pour me mettre en route. À ma grande surprise, le théâtre était plein. Même une place debout ne fut pas facile à trouver. Et c'est écrasé parmi la foule entassée dans le fond de la salle que j'entendis un acteur chanter un rôle de vieille femme. 2 longues et minces mèches de papier brûlaient aux commissures de ses lèvres, et un gardien des enfers se tenait à ses côtés. Après m'être bien creusé la tête, je pensais qu'il s'agissait de la mère de Moulien, car un bonze apparut par la suite. J'ignorais le nom de l'acteur et le demandai à un gros monsieur tassé sur ma gauche. Il eut un regard en coin chargé de mépris, puis me lança « Gong Yun-fu !» Je rougis de la gaffe due à mon ignorance et décidai, quoi qu'il en soit, de ne plus poser de questions. Sur ce, j'écoutais chanter une jeune première qui avait fait son entrée en scène. Il y eut aussi une femme d'intrigue, un vieillard et d'autres personnages dans des rôles que je ne pouvais pas identifier. Ensuite, j'assistai à une mêlée générale, puis à un combat entre 2 ou 3 hommes. Le temps passait, de plus de 9 heures jusqu'à 10 heures, 11 heures et 11h30, minuit, et Tan Jiao-Tien n'était toujours pas là. Jamais il ne m'était arrivé d'attendre avec autant de patience. Et soudain, je réalisai que ma place n'était pas là. Le gros homme à mon côté soufflait comme un asthmatique. 1000 couleurs tournoyaient sur la scène, claquements, tintements, tambours et gongs vous assourdissaient. Et l'heure était tardive. Machinalement, je me retournai et m'efforçai de me frayer un passage. Derrière mon dos, le vide que j'avais laissé s'était déjà rempli. L'élastique gros homme avait probablement laissé aller son côté droit. La retraite m'étant coupée, il ne me resta qu'à jouer des coudes jusqu'à la sortie. Des pousses attendaient les spectateurs, mais à part cela la rue était presque vide. Une dizaine de personnes stationnaient devant la porte du théâtre, occupées à lire le programme. Et plus loin, il y avait un autre groupe qui ne regardait rien. Ils attendent probablement la sortie pour jeter un coup d'œil sur les femmes, me dis-je. Et Tan Jiao-Tien qui n'est toujours pas là. La nuit était si fraîche qu'elle vous allait jusqu'au cœur. C'était la première fois, me sembla-t-il, que je goûtais un air si pur à Beijing. Cette nuit-là,
Je dis adieu à l'opéra chinois. Je n'y pensais plus. Et lorsqu'il m'arrivait de passer près d'un théâtre, cela n'éveillait rien en moi. Nous étions deux pôles spirituellement opposés. Cependant, je suis tombé, il y a quelques jours, sur un livre japonais dont j'ai malheureusement oublié le titre ainsi que le nom de l'auteur, mais traitant en tout cas de l'opéra chinois. Il y est dit à peu près dans un chapitre que l'opéra chinois est tellement chargé de gongs, de cymbales, de cris et de sauts qu'il donne le vertige, qu'il n'est donc pas fait pour les salles, mais pour le plein air, la campagne, où, vu à distance, le jeu prend tout son charme. Je sentis qu'était exprimé là ce que je pensais sans être parvenu à le formuler. Je me rappelle effectivement avoir vu de très bons opéras chinois à la campagne, et c'est peut-être sous cette influence que je m'étais laissé entraîner par 2 fois au théâtre depuis mon arrivée à Beijing. Comment puis-je avoir oublié le titre du livre? C'est vraiment dommage. Il y a longtemps, oui, bien longtemps que j'ai vu ce très bon opéra. Je devais avoir 11 ou 12 ans. À Luzon, selon la coutume, les belles filles qui n'avaient pas encore la charge du ménage rentraient chez leur mère pour l'été. Ma grand-mère du côté paternel était toujours vaillante à l'époque, mais ma mère assumait une part des responsabilités de la maison et ne pouvait donc faire ce long séjour chez ses parents en été. Cependant, elle s'arrangeait pour y passer quelques jours après la fête des tombes, et je l'accompagnais à chaque fois. L'endroit s'appelait Pingqiao, un petit hameau perdu au bord d'une rivière, et la mer était proche. Il ne comptait pas 30 foyers et n'avait qu'une minuscule épicerie pour tout magasin. Les hommes s'y occupaient de la terre ou de la pêche. À mes yeux, ils tenaient du paradis, car j'y étais non seulement fort bien reçu, mais aussi dispensé de l'étude du livre des odes. J'y avais beaucoup de petits amis. Comme j'étais un visiteur venu de loin, leurs parents leur permettaient de faire moins de travail pour qu'ils puissent jouer avec moi. Dans les petits villages, l'hôte d'une famille est virtuellement celui de tous. Nous avions à peu près le même âge, mais à compter les rangs des générations, j'avais là des oncles et même des grands-oncles, tous les habitants appartenant au même clan et portant le même nom de famille. Il n'empêche que nous étions de grands amis, et s'il arrivait qu'on frappât un grand-oncle au cours d'une dispute, nul, jeune ou vieux, ne tenait cela pour un manque de respect envers les aînés. 99 des villageois sur 100 ne savaient ni lire ni écrire. Nous passions la plupart de nos journées à déterrer des vers que nous accrochions à de petits hameçons faits d'un fil de cuivre, et à rester couchés à plat ventre sur le bord de la rivière pour attraper des crevettes. Ce sont les plus stupides des habitants de l'eau. Elles utilisaient délibérément leurs 2 pinces pour s'enfoncer le crochet dans la bouche. Aussi en capturions-nous un grand bol en quelques heures. Elles me revenaient, de par la coutume qui s'était établie. Nous faisions aussi paître les bovins, mais peut-être parce qu'ils sont une espèce supérieure, bœufs et buffles sont hostiles aux étrangers, et ils se montraient si mauvais avec moi que je n'osais m'en approcher. Je les suivais de loin et gardais mes distances. À ces moments-là, mes petits amis n'étaient plus impressionnés par le fait que je pouvais réciter le livre des odes et se riaient de moi. C'était la représentation d'opéra de Zhaozhuang que j'attendais avec le plus d'impatience. Ce village, un peu plus important que le nôtre, était à 2,5 km de chez nous. Les habitants de Pingqiao, étant trop peu nombreux pour pouvoir recueillir la somme nécessaire à une représentation d'opéra, participaient chaque année aux frais de celle qui se donnait à Zhaozhuang. Je ne me préoccupais pas alors de savoir pourquoi il y avait un spectacle chaque année, à la même époque. Je pense maintenant qu'il s'agissait de la représentation donnée par les villages à leurs dieux à l'occasion des offrandes du printemps. C'était le théâtre des dieux. Toute la Chine, culture, actu, musique, écho. Bonjour et bienvenue dans Classe Éco, votre Retrouvons à présent Monsieur Souleyman Stéphane, Silla. je suis touriste Les français. Chinois ont été salués par ces acclamations. Pour mieux comprendre la Chine de manière objective. Les familles modestes doivent signer un contrat avec... Wen Jiabao a prononcé un discours intitulé « Le chemin vers l'avenir de la Chine ». Et mieux décrypter le monde qui nous entoure. Le village sur la montagne Guanshe. Le prix moyen en Chine, c'est 80 yuan. RCI. 中国国际广播电台 Une trentaine de correspondants à l'étranger et en Chine pour vous faire vivre les événements. Pour plonger dans la littérature, un livre ouvert sur RCI. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Chine Internationale. L'émission littéraire à livre ouvert vous présente Le Théâtre des Dieux de Lu Xun. Voici la suite de la nouvelle présentée par Bruno. J'avais 11 ou 12 ans, et le jour tant attendu fut là. Mais la malchance voulut qu'il n'y eût pas de barque ce matin-là. Pingqiao n'en avait qu'une pour les voyageurs qui partaient tôt le matin et rentraient tard dans la soirée. C'était une grande barque que nous ne pouvions évidemment louer pour nous seuls. Et les autres étaient trop petites. Quelqu'un s'en fut à la recherche d'une barque au village voisin, mais sans résultat. Toutes les embarcations ayant été louées, ma grand-mère en fut fort contrariée.
Elle blâma mes cousins de ne s'y être pas pris à temps, et se répandit en reproches. Ma mère s'efforça de la calmer, lui affirmant que l'opéra de Luzon était bien supérieur à celui de ces petits villages, que nous y allions plusieurs fois par an et pouvions donc fort bien nous passer de la représentation d'aujourd'hui. J'étais le seul à être désolé et sur le point de pleurer de désappointement. Mais ma mère s'employa à me faire comprendre de ne pas afficher de mauvaise humeur, afin de ne pas peiner grand-mère. De plus, pour que celle-ci n'eût pas à se faire de soucis, elle m'interdit d'aller à Jiaozhuang avec d'autres. Il n'y avait plus aucun espoir. L'après-midi, après le départ de tous mes petits amis, et alors que le spectacle avait dû commencer, il me sembla entendre gong et tambour. J'imaginais mes camarades en train de se payer du lait de soya au pied de la Seine. Je n'allais pas pêcher de crevettes ce jour-là, et je mangeais moins que d'habitude. Ma mère était très ennuyée, mais n'y pouvait rien. Au dîner, ma grand-mère remarqua ma tristesse, affirma que j'avais bien raison d'être mécontent, qu'on avait manqué d'égard envers moi, que jamais visiteur n'avait été aussi maltraité. Après le dîner, de jeunes garçons venus du théâtre firent cercle autour de moi et se mirent à raconter gaiement ce qu'ils avaient vu. Je me taisais, et tous soupirèrent et me plaignirent. Soudain, Xuanxi, l'un des plus malins d'entre eux, eut une idée et dit « Une grosse barque, mais celle du 8e grand-oncle n'était pas rentrée ?» Une douzaine d'autres enfants saisirent l'idée au vol et s'offrirent à me conduire au théâtre. Je redevins joyeux, mais grand-mère n'était pas rassurée, se disant qu'on ne pouvait compter sur des enfants. Et de son côté, ma mère trouvait qu'il serait injuste de faire veiller un homme qui devait travailler le lendemain matin. Au milieu des hésitations, Xuanxi vit quel était le nœud du problème et affirma bien haut « Je me porte garant que tout ira bien. La barque est grande, notre frère Sun n'est pas remuant, et nous savons tous nager. » C'était vrai, dans cette dizaine de gamins, tous nageaient comme des poissons, et 2 ou 3 étaient même de première force. Grand-mère et mère se laissèrent convaincre. Elles sourirent et ne firent plus d'objection. L'instant d'après, nous franchissions bruyamment la porte et étions dehors. Mon cœur lourd s'était soudain allégé et j'éprouvais un immense bien-être. Nous aperçûmes une barque de passagers à bâche blanche amarrée sous le pont plat. Tout le monde y sauta. Xuanxi prit la perche à l'avant et Afa attrapa celle de l'arrière. Les plus jeunes s'assirent avec moi au milieu et les plus grands s'installèrent en poupe. À peine ma mère, venue nous accompagner, eut-elle dit « Faites attention !» que la barque était déjà en route. Les perches heurtèrent la pile du pont pour s'y appuyer, et notre embarcation recula légèrement avant de passer sous le tablier. 2 rames furent fixées, qui reçurent chacune 2 rameurs devant se relayer tous les 500 mètres. Nos voix, nos rires, nos cris se mêlaient au bruit de l'eau clapotant sur la proue. Les 2 rives étaient vertes comme le jade, couvertes de blé et de fèves. Notre barque volait plutôt qu'elle ne glissait en direction de Jiaozhuang. La senteur des fèves, du blé et des herbes aquatiques pénétrait la brume du soir qui nous caressait le visage. La lune en était enveloppée. Au loin, la chaîne des montagnes sombres, suite de monstres métalliques, dos courbés prêts à bondir, filait rapidement au-delà de la poupe. Et pourtant nous n'allions pas assez vite à mon gré. Les rameurs s'étaient déjà relayés 4 fois lorsque j'aperçus les contours imprécis de Jiaozhuang et qu'il me sembla entendre un air d'opéra. Il y avait aussi des lumières. Ce devait être celle de la Seine, ou alors de barques de pêche. C'était probablement de la flûte que nous entendions. Sa mélodie enveloppante et harmonieuse me calma, et je me laissai bientôt emporter, me perdant avec elle dans la brume nocturne aux senteurs de fèves, de blé et d'herbes aquatiques. Les lumières approchaient. Elles appartenaient à des barques de pêcheurs. Je sus que le vague contour sombre entrevu un peu plus tôt n'était pas celui de Jiaozhuang. Devant nous se dressait maintenant une pinède où j'avais été joué l'année précédente. J'y avais même vu un cheval de pierre renversé et une brebis de pierre couchée dans l'herbe. Au-delà du petit bois, la barque vira, s'engagea dans une crique. Cette fois, c'était Jiaozhuang. Notre attention alla à la Seine dressée en dehors du village, sur un terrain vague en bordure de la rivière. De loin, elle s'estompait dans le clair de lune, se détachant à peine de son environnement. J'eus l'impression que le pays de fées aperçu sur des images avait pris vie. La barque allait plus vite et nous pûmes bientôt distinguer les gesticulations des acteurs dans un flamboiement de couleurs vives. La partie de la rivière la plus proche du théâtre était pleine de barques bâchées de noir, les gens étant venus de loin pour le spectacle. « Il n'y a pas de place près de la Seine, regardons plutôt de loin » proposa Afa. La barque avait ralenti. Nous arrivions à destination. Il était effectivement impossible d'approcher du théâtre, et nous fûmes obligés, après avoir enfoncé nos perches dans la rivière, d'y amarrer l'embarcation bien au-delà de l'hôtel des dieux planté face à la Seine. Notre barque à bâche blanche ne tenait pas à se mêler aux bâches noires, et elle n'aurait d'ailleurs pas trouvé place parmi celles-ci.
Alors que nous amarrions en hâte, un acteur à longue barbe noire, avec 4 fanions fixés dans le dos, apparut sur la scène. Il avait une lance à la main et combattait tout un groupe d'hommes au torse nu. Xuanxi nous dit qu'il s'agissait du vieillard à la tête de fer, un acrobate célèbre capable d'exécuter 84 sauts périlleux d'affilée. Il les avait comptés lui-même dans l'après-midi. Nous nous pressâmes tous à la proue pour voir la bataille, mais le vieillard à la tête de fer n'exécuta aucun saut périlleux. Quelques-uns des torses nus firent des culbutes et disparurent. Puis entra en scène un personnage de jeune première qui chanta dans l'aigu. Xuanxi déclara « Il n'y a pas grand monde ce soir, et le vieillard à la tête de fer en a assez. Personne ne tient à faire valoir ses talents devant un parterre vide. » Xuanxi avait raison, il n'y avait vraiment pas grand monde. Les villageois ayant à travailler le lendemain ne pouvaient veiller toute la nuit, et ils étaient tous partis se coucher. Il ne restait que quelques dizaines d'oisifs de Zhaozhuang et des environs. Les familles riches étaient là, dans les barques à bâches noires, et elles étaient moins venues pour le spectacle que pour les gâteaux, les fruits et les graines de pastèque. L'assistance était donc vraiment maigre. En fait, je ne tenais pas particulièrement aux sauts périlleux. Le personnage que j'aimais, c'était l'esprit de serpent, tout emmailloté de bandes blanches, et qui tenait dans ses mains, levé au-dessus de sa tête, un bâton coiffé d'une tête de serpent. Mes préférences allaient ensuite au tigre bondissant, rôle tenu par un acteur tout en jaune. J'eus beau attendre, mais ni l'un ni l'autre ne firent leur apparition. La jeune femme quitta la scène. Elle y fut remplacée par un très vieil acteur jouant les jeunes premiers. Je commençai à me sentir fatigué et je demandai à Guisheng de m'acheter un peu de lait de soya. Il revint en disant « Il n'y en a plus. Le sourd qui en vend est rentré chez lui. Il y en avait l'après-midi. J'en ai bu 2 bols. Je vais te chercher de l'eau. » Je refusai l'eau et m'efforçai de concentrer mon attention sur la scène. Je ne puis dire ce que j'ai vu. Les visages me paraissaient étranges. Les traits des acteurs étaient indistincts. Yeux, nez, bouche et oreilles semblaient fondus en un même plan. Les plus jeunes de mes compagnons bâillaient. Les plus grands bavardaient. Notre intérêt ne se réveilla un peu que lorsqu'un clown habillé de rouge fut attaché à un pilier et qu'un homme à barbe grise se mit à le fouetter, ce qui déclencha nos éclats de rire. Ce fut vraiment, je crois, le meilleur moment de la soirée. Mais la vieille fit son apparition. C'était le rôle que je détestais le plus, surtout lorsque l'acteur s'asseyait pour chanter. Je compris avoir le mécontentement de mes compagnons qu'ils pensaient comme moi. Au début, la vieille marcha de long en large en chantant. Puis elle s'assit sur une chaise plantée au milieu de la scène. J'étais désespéré, et Xuanxi et les autres se mirent à jurer tout bas. J'attendis patiemment un long moment. La vieille ayant levé la main, je crus qu'elle allait se mettre debout. Mais elle n'en fit rien, sa main revint lentement à sa position première, et le chant se poursuivit. Quelques-uns de mes amis ne purent s'empêcher de soupirer, et d'autres se remirent à bâiller. Finalement, Xuanxi n'y tint plus. « Elle est capable de chanter jusqu'à demain matin, dit-il. Nous ferions mieux de partir. » Tout le monde fut d'accord, et avec la même impatience qu'au départ, 3 ou 4 d'entre nous se précipitèrent à la poupe, attrapèrent les perches, firent reculer la barque de quelques mètres, lui imposèrent un demi-tour pour amener la proue dans la direction du retour, installèrent les rames. Nous allions maintenant vers la petite Pinède, tout en maudissant le vieux chanteur. La lune était encore haute, nous n'étions sans doute pas restés longtemps, et son éclat nous parut encore plus vif dès que nous eûmes quitté Zhaozhuang. Nous regardâmes en direction de la Seine tout illuminée, et il nous fit la même impression qu'à l'arrivée. Ses contours fondus et flottant dans des nuages roses lui conféraient un air de pavillon dressé sur une colline féerique. Une flûte chanta mélodieusement à nos oreilles. Je me dis que la vieille devait en avoir terminé, mais je n'osais demander de retourner au spectacle. Nous dépassâmes bientôt la Pinède. La barque avançait vite, mais l'épaisseur des ténèbres annonçait que la nuit était déjà bien avancée. Les rameurs accéléraient leur cadence tout en parlant des acteurs pour en rire ou les injurier. Le bruit de l'eau s'écrasant sur la proue était plus sonore. La barque était un grand poisson argenté avec un chargement d'enfants sur son dos, fendant l'écume. De vieux pêcheurs, qui travailleraient toute la nuit, arrêtèrent leur barque plate et nous saluèrent par de joyeuses acclamations. La barque ralentit à un demi-kilomètre de Pingqiao. Les rameurs annoncèrent qu'ils étaient fatigués d'avoir poussé si fort, et nous n'avions rien mangé depuis des heures. Ce fut au tour de Guisheng d'avoir une idée. Il dit que les fèves de Luohan étaient mûres, et que comme il y avait du bois à brûler tout près du bord, nous pourrions en chipper un peu pour en faire cuire. Tout le monde fut d'accord, et nous piquâmes aussitôt sur la rive, où l'on apercevait des champs de fèves aux gousses noires et brillantes. « Hé, Afa !» cria Xuanxi qui venait de sauter à terre. « C'est à ta famille de ce côté, et au vieux Lui de l'autre. Dans quel champ allons-nous » Nous sautâmes tous à terre, et Afa dit « Une minute, je vais voir. » Il alla çà et là, tâtant les gousses, puis se redressa pour déclarer « Prenez les nôtres, elles sont bien plus grosses. » Nous fûmes tous d'accord, et nous nous dispersâmes dans le champ de la famille de Afa.
chacun arracha une grosse poignée de fèves qui fut lancée dans la barque. Shuangzi déclara qu'il y aurait des ennuis si nous en prenions davantage, et que la mère de Afa vint à s'en apercevoir. Nous passâmes donc dans le champ de grand-oncle Liu Yi pour prendre chacun une seconde poignée. Puis, quelques grands se mirent à ramer lentement, tandis que d'autres allumaient le fourneau à la poupe et que j'écossais les fèves avec les plus jeunes. Elles furent bientôt cuites. Laissant la barque aller au fil de l'eau, nous fîmes cercle pour les manger avec les doigts. Le repas expédié, la barque reprit sa route. Les ustensiles de cuisine furent lavés, les cosses lancées à l'eau pour faire disparaître toute trace. Shuangzi était inquiet. Nous avions puisé dans le bois et le sel du 8e grand-oncle, et le vieux qui avait le nez fin s'en apercevrait sûrement et nous ferait des reproches. Mais après discussion, nous conclûmes qu'il n'y avait rien à craindre. S'il nous grondait, nous lui demanderions de restituer la branche de pin qu'il avait ramassée sur la rive l'année précédente. Et nous lui lancerions « Vieille teigne » en plein visage. « Nous sommes tous là, je vous avais bien dit qu'il ne pouvait rien arriver !» cria soudain Shuangzi qui se trouvait à la proue. J'aperçus Ping Xiao vers l'avant et quelqu'un debout à côté du pont plat. Ma mère. C'est à elle que s'adressait Shuangzi. Je me dirigeai vers la proue, la barque glissa sous le pont, accosta, et nous voilà à terre. Ma mère était plutôt fâchée. Elle me demanda pourquoi nous rentrions si tard, car il était plus de minuit. Mais sa bonne humeur reprit vite le dessus. Elle sourit, en invitant tout le monde à venir prendre un bol de riz gonflé à la maison. Tous dirent qu'ils avaient déjà mangé quelque chose, qu'ils avaient sommeil, que mieux valait aller se coucher. Chacun rentra donc chez soi. Je ne me levai pas avant midi, mais il n'était bruit d'aucun ennui avec 8e grand-oncle à propos du sel et du bois de chauffage. L'après-midi, nous allâmes à la pêche aux crevettes comme d'habitude. « Shuangzi et vous, petit démon, vous m'avez volé des fèves hier. Si encore vous les aviez cueillies convenablement, vous en aviez piétiné beaucoup. » Je levai la tête. Grand-oncle Liu Yi était dans une barque à fond plat. Il avait été vendre des fèves, et il en restait un petit tas au fond de l'embarcation. « C'est vrai, dit Shuangzi, nous avons régalé un invité. Et d'ailleurs, nous n'avions pas du tout pensé à prendre vos fèves au début. Allons bon, vous avez effrayé mes crevettes. » Grand-oncle Liu Yi m'aperçut. Il s'arrêta de ramer et dit « Pour régaler un invité ? Alors, vous avez bien fait. » Puis il me demanda « Chun, le spectacle d'hier était-il bon ?» Je fis signe que oui. « Les fèves étaient-elles bonnes ?» J'inclinai de nouveau la tête. « Très bonnes. » À ma grande surprise, le vieil homme parut fort content. Il leva le pouce en l'air et déclara avec satisfaction « Seuls ceux des grandes villes qui ont fait des études savent vraiment apprécier les choses. Je choisis mes fèves à planter une à une. Les gens de la campagne ne sont pas capables de distinguer entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, et ils prétendent que mes fèves ne valent pas celles des autres. Je vais en porter un peu à ta mère pour qu'elle y goûte. » Et il appuya sur ses rames et fila. Lorsque mère m'appela pour le dîner, il y avait sur la table un grand plat de fèves apporté par grand-oncle Liu Yi pour elle et moi. Il m'avait hautement loué auprès de ma mère, disant « Si jeune, il a déjà du discernement. Plus tard, il sortira certainement premier du plus haut des examens officiels. Un heureux destin vous est assuré. » Mais les fèves ne me parurent pas aussi bonnes que la nuit précédente. C'est un fait qu'à ce jour je n'ai plus jamais mangé de fèves aussi bonnes, ni vu d'opéra aussi bon que cette nuit-là.